Les croisades au Moyen Âge sont une série d'échecs retentissants, mais qui auront un effet considérable sur la société européenne. Bonjour chers amateurs d'histoire. Alors aujourd'hui, on va aborder un thème incontournable dans le contexte du Moyen Âge, c'est le thème des croisades. Alors, les croisades qui ont joué un rôle majeur, un rôle moteur dans bien des événements de la fin du Moyen Âge. Pour bien comprendre comment les croisades commencent, il faut être au fait d'une pratique qui avait lieu déjà depuis plusieurs siècles, c'est la pratique du pèlerinage. Qu'est-ce qu'un pèlerinage? C'est une démarche spirituelle où un fidèle, un chrétien, mais ça existe dans d'autres religions également, donc un chrétien va vouloir se rendre dans un lieu saint. Souvent, on va parler de la Terre Sainte, mais il existe d'autres pèlerinages comme celui de Saint-Jean de Compostelle et plusieurs autres. Mais donc, au Moyen Âge, il y avait entre autres le pèlerinage en Terre Sainte. Alors, le fidèle se rendait par voyage jusqu'en Terre Sainte, donc dans l'ancienne Judée, pour contempler les lieux où avait vécu le Christ. Alors, Jérusalem, Bethléem et tous ces lieux qui sont mentionnés dans l'Évangile. Et cette démarche est d'une part spirituelle, mais souvent elle se doublait aussi d'une démarche commerciale parce que plusieurs pèlerins jouaient un rôle économique également en achetant des biens, en échangeant des marchandises, etc. Mais la démarche initiale est une démarche de spiritualité. Alors on fait le point sur notre relation avec Dieu en quelque sorte. Donc, plusieurs chrétiens occidentaux au cours des siècles pratiquent le pèlerinage jusqu'en Terre Sainte. Mais éventuellement, au 11e siècle, ils vont frapper un mur. Que se passe-t-il? C'est que les Turcs qui occupent les lieux saints et qui les contrôlent et qui sont, soit dit en passant, des musulmans, ce qui est important de savoir pour la suite des choses. Donc, ces Turcs qui contrôlaient les lieux saints ont commencé à interdire l'accès des lieux aux chrétiens, ou du moins de le restreindre considérablement. Mais à Rome même, le pape Urbain II ne l'entend pas de cette oreille. Il est extrêmement contrarié de voir que les chrétiens se voient interdit l'accès aux lieux saints et en 1095, il va proclamer une croisade pour libérer les lieux saints. Qu'est-ce qu'une croisade au juste? En fait, le mot croisade tire son nom des soldats qui forment cette armée chrétienne. Ces soldats qui, pour libérer les lieux saints, considèrent que c'est une action chrétienne et du fait vont porter la croix sur leur équipement, sur leur bouclier et on va les surnommer les croisés. Et de ce fait, une armée de croisés qui se rend en Terre Sainte, on va l'appeler la croisade. Mais si la croisade tire sa justification de la libération des lieux saints qu'on veut effectuer, il ne faut pas nier le fait qu'il y a aussi d'autres causes. D'abord, le goût de l'aventure et de la gloire chez les chevaliers. Alors, l'Orient a la réputation d'être exotique, les marchands en parlent déjà depuis plusieurs générations, et donc ça attire beaucoup de gens qui veulent voir du pays, des jeunes gens qui veulent aussi, par la même occasion, s'enrichir. Mais il y a aussi la possibilité d'acquérir de nouveaux domaines. Alors, beaucoup de cadets de famille, dans les familles nobles, qui n'héritent pas de la terre seigneuriale, on voit là une occasion de se faire des nouveaux territoires. Alors, l'Orient, comme je l'ai dit, qui a la réputation d'être riche, offre bien des possibilités, bien des opportunités à ces jeunes chevaliers. Il y aura donc 8 croisades au total de 1095 à 1291. La première sera un succès. Alors 50 000 soldats chrétiens vont être envoyés en Terre Sainte. Ils vont réussir à libérer Jérusalem. Mais il est bon de mentionner que toutes les autres, les 7 autres, seront des échecs. Alors, dès la seconde croisade, les chrétiens perdent le contrôle de Jérusalem et contre Saladin. Il n'est pas question dans cette capsule de faire le récit complet des 8 croisades, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui est particulièrement important de retenir des croisades, ce sont les conséquences, des conséquences considérables qui affecteront pour longtemps l'Occident. La plupart de ces conséquences seront d'ailleurs négatives.
Mais mentionnons en premier lieu une conséquence plutôt positive. C'est que les croisades auront pour effet de favoriser le commerce avec l'Orient. Ça peut sembler un peu contradictoire dans la mesure où est-ce qu'on parle de guerre, mais il faut se rappeler toujours que 8 croisades sur 200 ans, ça veut dire des périodes très ciblées avec beaucoup de moments de paix. D'ailleurs, même en temps de guerre, le commerce va continuer à bien des endroits. Alors, ces croisades contribuent à mettre davantage de contacts entre l'Orient et l'Occident et favoriser le commerce, ce qui va profiter entre autres aux grandes villes italiennes, surtout Venise. Mais une conséquence négative, celle-là, c'est que la noblesse occidentale va se ruiner à travers les croisades. Il faut savoir que ça coûte extrêmement cher pour envoyer une armée à l'étranger. Alors, le seigneur qui participe à la croisade doit d'abord enrôler une armée, payer ses soldats, les nourrir, les équiper et ensuite payer pour les transporter. Alors, si la croisade est un échec, ce qui va être le cas dans 7 sur 8, eh bien, pour le seigneur, c'est une véritable perte sèche. Alors, il doit payer aussi pour ramener les survivants chez lui. Alors, une fois rentré chez lui, il est ruiné pour un bon moment. Autre conséquence, celle-là positive, c'est que les croisades vont contribuer à améliorer la condition de la femme noble. Je m'explique. C'est que lorsque le Seigneur part à la guerre en Orient, amenant souvent avec lui son fils ou ses fils aînés, qui reste-t-il en arrière pour gérer le domaine? Principalement son épouse, alors qu'il va devoir gérer la seigneurie, le patrimoine, et pendant plusieurs années, parce que le mari est absent longtemps. Or, donc, plusieurs femmes nobles auront l'occasion de prouver leurs compétences et augmenter le niveau de respect qu'on leur doit à ces occasions-là. Et donc, de façon générale, la femme noble va voir sa situation améliorée par le biais des croisades. Mais évidemment, je ne parle ici que des femmes nobles. Pour la femme paysanne ou la femme bourgeoise, les choses ne changent pas. Autre conséquence, celle-là manifestement négative, les croisades vont occasionner un déclin significatif de la ville de Byzance, connue aussi sous le nom de Constantinople. C'est que lors de la 4e croisade, les Vénitiens qui avaient contribué avec leurs navires à transporter les troupes des croisés, ces Vénitiens vont craindre de ne pas être payés par les croisés parce que ceux-ci manquaient de liquidité. Alors, ils vont encourager les armées de croisés à se faire de l'argent, du butin, en allant assiéger la ville de Constantinople. Ce qui peut sembler contradictoire, soit dit en passant, parce que la ville de Constantinople était la plus grande ville chrétienne dans le monde à l'époque, et ce sont des chevaliers chrétiens qui l'assiègent. Alors, parlez-moi d'une guerre contre-productive. Et évidemment, les croisés, attaquant par surprise Constantinople, vont l'assiéger et remporter, la mettre à sac, et tout cela va contribuer à diminuer sensiblement la force et la puissance de la ville de Byzance. Ça sera le début d'un déclin inexorable pour la ville chrétienne. Et de ce fait, quelques siècles plus tard, la ville de Constantinople finira par être prise par les Turcs. Ce déclin aura été initié par les croisés eux-mêmes. Évidemment, on ne peut pas parler des croisades sans parler du choc considérable entre les deux religions impliquées, les musulmans d'un côté, les Turcs, et de l'autre côté, les croisés qui sont chrétiens. Alors, ces deux religions s'affrontent et il en restera une antipathie réciproque pendant les siècles qui vont suivre. Alors, on va assister de part et d'autre à une intolérance croissante entre les chrétiens et les musulmans, et on en subit encore les contre-coups au 21e siècle. Un autre événement qu'on ne peut pas passer sous silence quand on parle des croisades, c'est le choc microbien que les croisades vont occasionner. C'est que avec des dizaines de milliers de soldats européens qui se rendent en Orient et qui séjournent là-bas un bon moment, ils vont se mettre inévitablement en contact avec des maladies qui étaient encore inconnues en Europe ou avec lesquelles on avait perdu contact auparavant. Je parle de la peste, entre autres, donc qui va être celle qui va faire le plus de ravages à cette occasion-là. Alors, les soldats
qui rentrent ensuite en Europe auront l'occasion de contaminer le reste de l'Europe et ça va mener à des tragédies incroyables. La population de l'Europe va décroître considérablement à certains moments du fait de ces épidémies, donc avec la peste noire entre autres, qui va priver l'Europe du tiers de sa population. Mais les croisades ont aussi le mérite quand même d'avoir mis l'Occident en contact avec l'Orient et la civilisation de l'Orient. Il ne faut pas se leurrer, à l'époque du début du Moyen Âge, l'Europe et l'Occident de façon générale est en retard sur l'Orient. La civilisation qu'on trouvait en Orient était beaucoup plus raffinée à bien des égards et les soldats, les chevaliers qui se rendent en Orient vont se mettre en contact avec cette civilisation-là. D'abord au niveau du raffinement, de l'habillement, etc. Mais également, toutes sortes d'inventions orientales étaient encore inconnues des Occidentaux et ils vont pouvoir en prendre connaissance. Je parle entre autres de la poudre à canon. Alors évidemment, j'ai du mal à voir la poudre à canon comme quelque chose de réellement positif dans l'histoire de l'Europe. Néanmoins, donc cette poudre à canon, qui est une invention chinoise, va être introduite en Europe suite aux croisades, ce qui va donner lieu au développement de l'artillerie qui va se développer vraiment beaucoup en Europe et qui va être à l'origine de la puissance européenne par la suite, parce qu'on va inventer des nouveaux procédés par la suite, des nouvelles armes à feu qui vont contribuer justement à l'accroissement de la puissance européenne. Mais plus pacifiquement, il y a aussi une autre invention chinoise qui est la boussole. La boussole qui, comme vous le savez, permet de repérer en tout temps où se trouve le pôle nord magnétique. Alors donc, cette boussole va rendre des services considérables aux explorateurs par la suite et va jouer un rôle important lors du phénomène des grandes découvertes en Europe et va contribuer aussi à élargir largement les connaissances géographiques des Européens. Évidemment, on ne peut pas laisser sous le silence non plus l'invention du papier, une invention chinoise, encore une fois. Et ce papier qui est fait à partir de pulpe de bois va révolutionner le monde de l'écrit en Europe. Parce qu'auparavant, il faut le savoir, on utilisait essentiellement du parchemin qui était fait à base de peau de mouton, donc qui était extrêmement onéreux, très cher. Et donc, quand on voulait publier un livre, déjà qu'on le publiait à la main, ce qui coûtait une certaine somme, il y avait aussi le matériau utilisé, donc les peaux de mouton, le parchemin, qui coûtait très cher. Mais à partir du moment où l'usage du papier va se généraliser en Europe, le coût des livres va diminuer considérablement et ça va contribuer, ça et l'imprimerie, à démocratiser le savoir. Enfin, on ne peut pas parler des contacts entre l'Orient et l'Occident sans aborder la question des chiffres arabes. Alors, les fameux chiffres arabes qui sont en fait des chiffres indiens, mais avec lesquels les Européens ont été mis en contact par l'entremise des Arabes. C'est pour ça qu'on les appelle ainsi en Occident. Donc, ces chiffres arabes vont remplacer en Occident les chiffres romains qu'on avait hérités donc des Romains et aussi des Grecs. Alors donc, ces chiffres arabes vont permettre des améliorations, des développements importants au niveau des mathématiques, parce que il faut pas se leurrer, hein, essayez pas avec des chiffres romains de faire des multiplications ou des divisions, vous allez vouloir vous tirer une balle dans la tête. Alors donc, l'usage des chiffres arabes va améliorer de beaucoup les connaissances mathématiques en Europe. Alors, comme on peut voir, les croisades vont avoir un impact considérable en Europe, un impact incontournable. Évidemment, beaucoup de ces impacts-là vont être de nature négative, hein, comme les maladies introduites en Europe. Alors, la ruine de la noblesse, mais il y a quand même quelques éléments positifs qui ressortent. Ces contacts commerciaux qui se multiplient avec l'Orient vont se doubler de contacts de civilisation. Rappelez-vous que j'ai déjà dit dans le passé que les marchands étaient des vecteurs de civilisation. Ils vont le prouver encore une fois à cette occasion-là. Et donc, l'amélioration de la femme noble, l'amélioration des contacts commerciaux, l'amélioration, le développement de la civilisation davantage grâce au contact avec l'Orient, tout ça, ce sont des
conséquences qui sont associées avec les croisades.